Cependant, vous devez aussi adapter ça aux réalités de votre organisation, en respectant ce qui est spécifié dans vos statuts et règlements intérieurs. Si vous voulez modifier quelque chose parce que les organisations sont faites comme ça, sachez que vous êtes amené aussi à modifier les statuts, à les faire approuver par l'Assemblée générale. Parce que, comme on le disait, vous avez l'accord de financement, les conditions de l'accord de financement, les manières de procédure, mais vous avez, pour vous qui êtes en charge du leadership et de la gouvernance, votre statut et règlement intérieur. Vous vous rappelez ce qu'on a dit. Le troisième document qu'on attend de l'équipe de leadership et de gouvernance, c'est la charte du conseil d'administration. On a dit qu'est-ce qui est le contenu de cette charte. Donc, nous espérons qu'à la fin de cette session, on aura des organisations avec des chartes solides où les présidents du conseil d'administration et les membres exercent pleinement leurs fonctions. Je vais insister au cours de cette session sur la mesure des risques. Mais je voudrais demander à un participant de me dire un tout petit peu quel est le risque mineur que vous pouvez identifier dans votre organisation. Un risque mineur et un risque majeur, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un veut bien s'essayer? Le micro est là. Un risque majeur. Un risque mineur. Oui, madame. Security. Oui, merci, madame. Oui. Est-ce qu'on a un risque mineur? Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un peut me donner un risque mineur? Mineur. Vous voulez? D'accord. Je ne sais pas s'il faut parler de risque mineur. Un risque, ça reste un risque. Je voudrais qu'on applaudisse pour ce participant. Je voudrais qu'on applaudisse ce participant parce que il n'y a pas de risque majeur ni de risque mineur. Le risque, c'est le risque. Deuxième chose. Non, j'en ai mineur, mais on va voir tout ça. Risque égale risque. Et puis on a souvent dit, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Vous entendez souvent parler de ça. Il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Mais en réalité, avec USAID, ne prenez aucun risque. Ne prenez jamais un seul. Il n'y a pas un petit risque, n'est-ce pas? Ne prenez même pas. Et si ça c'est compris, je crois que cette session est même terminée. Mais comme il faut quand même qu'on occupe le temps, concentrons-nous un peu sur comment mesurer les risques. Il est important donc que lorsque vous recevez un accord de financement, vous devez vous assurer que les membres de votre conseil d'administration, l'ensemble de l'équipe exécutive comprennent qu'il n'y a pas de risque mineur dans votre organisation et dans votre projet. Vous êtes tous responsables de la gestion des risques, chacun en ce qui le concerne. Souvent, c'est un aspect que vous ne mettez même pas souvent dans vos accords, vos propositions de financement. Je suis certain que dans votre soumission, si vous mettez en annexe plan de gestion, de politique de gestion des risques de votre organisation, vous avez certainement un point de plus, même si on ne vous l'a pas demandé. Pour ceux qui suivront la session dans l'après-midi sur les requêtes de financement, le document des propositions, il y a toujours une section où on dit « autre ». Et cette session-là, vous pouvez ajouter ce qui rend votre organisation plus intéressante. Alors, il est important de revenir sur une question fondamentale. Qui se positionnant comme donateur, mettrait son argent dans une organisation ou investirait avec une organisation où il y a un risque élevé? S'il y a un participant qui accepterait de financer un sous-bénéficiaire avec un risque très élevé, je serais curieux de voir cette personne. Cela veut dire que
C'est normal qu'au début, vous ne montrez patte blanche. Mais autant vous avez montré patte blanche pour bénéficier au financement au premier jour, maintenez cet engagement jusqu'à la fin. Et plus vous maintenez ça jusqu'à la fin, plus les gens vous font confiance. Et l'indicateur de performance, la meilleure manière de gérer les risques, c'est les organisations qui ont plusieurs financements. Parce que vous ne pouvez pas convaincre à la fois USAID, à la fois CDC, à la fois DOD, à la fois la Banque mondiale, à la fois, etc., les autres partenaires. Vous ne pouvez pas les convaincre si vous êtes une organisation classée à haut risque. Vous avez tous, pour la plupart, participé souvent à l'exercice du NUPLOS. Et vous avez vu dans les rapports NUPLOS, on dit risque moyen, risque élevé. Mais quand vous classez ceci est risque élevé, c'est vraiment quelque chose d'assez risqué pour USAID de financer une organisation où tout est en rouge. Vous comprenez donc que votre priorité sera de développer rapidement un plan qui fait basculer de tout ce rouge au vert. Au cours de cette session, je vais donc dire que la priorité en matière de gouvernance, c'est la capacité d'une organisation à minimiser les risques, à les suivre et continuellement, tout au long, pas seulement de la période de financement, mais même après. Il s'agit d'une affaire interne de chaque organisation. Et ça, c'est quelque chose que à laquelle nous ne pensons pas tout de suite. Parfois, nous pensons quand les problèmes sont déjà arrivés. Je ne vais pas citer le nombre de problèmes parce que sinon, on passera la soirée ici. Donc, la gestion des risques comporte donc plusieurs composantes. D'abord, il faut identifier le risque, il faut l'analyser, il faut le comprendre, il faut l'évaluer et le suivre. Réduire les risques peuvent toucher plusieurs domaines. Les risques peuvent toucher les domaines de prestations de services, les domaines des finances, parce que c'est là où on pense plutôt qu'il y a des risques. Mais le risque le plus dangereux et sur lequel en tant que membre du conseil d'administration ou directeur, c'est les risques qui touchent les ressources humaines. Vous ne pouvez pas, parce que peut-être pour une raison ou une autre, faire voyager des staffs qui travaillent pour un projet USAID dans une voiture dont l'assurance a expiré. C'est un risque majeur. Il peut donc quitter de mineur à majeur. Permettez-moi d'emprunter le mot mineur. Parce qu'en réalité, dans ce cas, les dommages portés sur l'individu sont très souvent irréparables. Et on ne remplace pas la ressource humaine aussi facilement. Parce qu'on a perdu une personne compétente. Voilà pourquoi, lorsque vous recrutez les staffs, votre priorité majeure, c'est que vous assurez que ces personnes qui travaillent avec vous travaillent dans un environnement où la sécurité, merci madame, la sécurité du personnel. Mais la sécurité du personnel va aussi englobe d'autres aspects. Mais je préfère me limiter à ça pour le moment. Et je laisserai peut-être le temps à certains directeurs de partager avec nous leurs expériences. Donc, c'est une obligation. La gestion de risque est donc un aspect obligatoire dans une organisation. On ne peut pas gérer une organisation sans pouvoir gérer la composante des risques. Malheureusement, le risque peut survenir à tout moment. Et donc, c'est une obligation de suivre ça aussi à tout moment, mais aussi de rendre compte. Lorsque vous rendez compte de votre capacité à minimiser les risques, vous augmentez votre crédibilité auprès des donateurs. Plus vous êtes moins à risque, plus on est content de venir chez vous. On viendrait dans un domicile où tout est confortable. Mais si un toit est un tout petit peu... on ne peut pas dîner carrément parce qu'on a peur de ce qui peut nous arriver dessus. D'accord? Donc, il est important aussi de rappeler que tout ce qu'on a décrit l'autre jour sur les principes de gouvernance, notamment celui de la transparence, est important. Nous devons nous assurer que
nous avons responsabilisé au sein de notre équipe qui est en charge du suivi et de la gestion des risques. Parmi les staffs et les organigrammes, très souvent, vous ne verrez pas ça. Je vous donne une astuce pour ceux qui peuvent continuer leur programme. Dans vos appels à manifestation d'intérêt, vous avez appel à candidature, vous avez souvent noté pour toute autre responsabilité qui pourrait être donnée au staff dans l'exercice des fonctions. Mais choisissez celui ou un groupe de personnes qui vont devoir s'occuper de cet aspect. D'accord? Ça fait partie des mandats qu'on s'est engagés tous aujourd'hui. Donc, il est important donc de rendre compte, mais aussi de dénoncer et d'être dans une équipe. Tout le monde, puisque ça concerne tout le monde doit jouer le rôle d'alerte. Par exemple, il est important qu'un directeur sache que, par exemple, ce véhicule, son assurance va expirer à tel moment. Ce n'est pas le directeur de le savoir, c'est le responsable de ce véhicule qui doit vous l'informer. S'il ne vous informe pas, il n'a pas joué son rôle. Donc, tout le monde est responsable. Mais il y a des personnes qui sont en charge du suivi et des décisions à prendre. Les décisions vont jusqu'à la direction, mais jusqu'au conseil d'administration. Parce que ça engage votre organisation, mais engage aussi le partenaire. Est-ce que la corruption est un risque? Est-ce que la corruption est un risque? Est-ce que la corruption est un risque? J'ai bien envie de écouter la voix d'un monsieur et une dame, à tout hasard. La table n'en a pas beaucoup parlé. Celle-là a déjà parlé. Est-ce qu'une table, à tout hasard, vous pensez que la corruption est un risque? Vous pensez? Attendez. Je pense que la corruption est un risque parce que déjà la corruption empêche d'atteindre nos objectifs. Et puis aussi, ça touche à la réputation. Parce que si vous êtes taxé d'une organisation où il y a la corruption ou bien qui pratique la corruption, je pense que la crédibilité, la confiance, tout est parti. Oui, monsieur, allez-y, s'il vous plaît. Est-ce que la corruption est un risque? Gardez ça en tête, hein? On en arrive. Oui, merci. La corruption est une infraction. Oui. Est-ce que c'est un risque? Non, c'est le risque. Il y a un risque qui conduit à l'infraction. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un risque pour qu'on puisse corrompre une personne. D'accord. Vous êtes une organisation A. Ce que je ne souhaite pas. Votre organisation A est taxée pour corrompu. Oui. Est-ce que pour moi, qui suis USAID, venir vers vous, c'est un risque? Merci. Bien sûr. Merci beaucoup. Donc, la corruption devient donc un fléau qui est un risque et que vous devez combattre dans vos organisations. Et c'est la responsabilité de l'équipe entière de dénoncer. Dénoncer, comme je continue à le dire, n'est pas une mauvaise chose. Quand vous dénoncez une mauvaise pratique, vous augmentez en crédibilité. Est-ce que les pots de vin, c'est une bonne pratique? Vous entrez dans une organisation, il y a des pots de vin? Ah, je suis sûr que non. Donc, USAID ne viendra pas. N'est-ce pas? Parce que ça entache votre réputation. Est-ce que toute action qui entache votre réputation, même les aspects éthiques, même les aspects de harcèlement, alors, quel est le monsieur qui est entré dans une organisation ou une dame qui est réputée? Hein? Je finis pas ma phrase. Mais c'est un risque, n'est-ce pas? Même pour vous-même. Il y a donc plusieurs types de risques. Il y a des risques contextuels, des risques programmatiques, des risques organisationnels. Je ne vais pas faire la dictée de tous les risques, vous avez ça dans vos présentations, mais je vais m'appesantir sur ce que nous avons discuté hier, les ressources humaines. Hein? Les conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts. Pensez-y au quotidien. Mais la question, c'est, quelle est l'organisation qui ne fait pas face au conflit d'intérêts? Il n'y en a pas une. Parce que c'est quelque chose qui vous arrive sans que vous n'ayez
créer l'environnement propice, mais que vous pouvez gérer et prévenir. Et pour prévenir cela, il faut dénoncer. En dénonçant, on pratique de la bonne gouvernance. Est-ce qu'on se comprend? Je crois que il y a un point que plusieurs organisations font souvent, c'est ce qu'on appelle les staffs temporaires, les staffs bénévoles, les saisonniers appelés, en fait, les stagiaires. Ces personnes que vous employez dans vos organisations, que vous impliquez, parce que c'est votre décision de les impliquer dans les projets du USAID, vous êtes comptable de ce qu'ils vont faire. Vous avez donc l'obligation de faire des enquêtes de moralité. Vous êtes obligé de savoir quel est le passé de la personne que vous engagez, quel que soit le niveau. Souvent, il y a même une catégorisation qu'on appelle staff clé. Et il y a le staff senior, le staff junior. Junior, ça ne veut pas dire, il ne peut pas vous entacher la réputation de votre organisation. Vous pensez? Un junior qui se met à voler, c'est grave, n'est-ce pas? Ça implique même les sociétés avec lesquelles vous travaillez. Vous êtes dans une organisation, faites un contrat avec un partenaire pour la sécurité de votre local. Vous devez savoir quel est le passé de ces personnes. Je crois que dans le document, on a dit que le manuel fait 78 500 pages, c'est ça? Mais lisez quand même le manuel, même dans les aspects de contrat. Vous vous rendrez compte qu'il est de votre responsabilité de faire une revue des personnes avec lesquelles vous travaillez. Vous devez faire cette revue. Et puis, celles qui sont impliquées dans certains problèmes, vous devez le déclarer. Il y a un site pour ça. OK? Je vous envoie lire ça dans vos documents. Le stockage du matériel, l'achat du matériel, le contrôle de sécurité et toute autre chose qui entraîne la perte d'un matériel ou malheureusement la perte en ressources humaines est une catastrophe. On ne doit jamais arriver là. Parce que des personnes ont contribué à ce que vous ayez ce matériel. Des personnes ont contribué à vous faire confiance en venant travailler chez vous. Vous devez donc vous assurer qu'ils travaillent dans des environnements assez sécurisés. Je pense que avant d'arriver ici, beaucoup d'entre nous avons pris un vol. Et étant dans le vol, vous avez vu ce qui est devant vous. C'est toujours une petite carte qui écrit les normes de sécurité pour rappel. On rappelle. Combien d'entre nous lisons ça encore dans le vol? Bon, disons, c'est là, dans nos organisations. Est-ce qu'on a un plan d'évacuation dans nos bureaux? Ah, il y a des souris que je vois. Ce n'est pas mauvais de ne pas le savoir avant, mais dès lors que vous le savez maintenant, vous devez mettre ça en place. Ça fait partie des éléments de budgétisation que vous devez mettre. Vous devez avoir des instincteurs parce que vous êtes responsable du matériel et des ressources humaines qui sont là. Lorsqu'un incendie arrive dans votre organisation et que vous n'avez pas prévu d'avoir des inspecteurs, je ne vous dis pas, vous aurez un certain nombre de questions, tant sur le plan du donateur, mais sur le plan de l'État. N'oubliez pas que vous recrutez du personnel qui est local. L'inspection du travail sera derrière vous. Combien d'entre nous, lorsque nous signons des contrats, nous sommes toujours sur les ressources humaines, nous signons des contrats avec les personnes, déclarons le contrat et envoyons une copie à l'inspection du travail parce qu'en réalité, c'est une obligation légale de plusieurs États, surtout dans la zone Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, surtout dans la zone francophone, c'est une exigence. Il faut viser les contrats. Mais très souvent, on est tellement pressé qu'on classe. Combien d'entre vous, lorsque vous avez recruté un staff, vous lui avez fait ce qu'on appelle la session d'orientation. Et qu'à la fin de la session d'orientation, vous lui avez demandé, signez que vous avez fini votre session d'orientation. Pourquoi c'est important? Parce que le risque ici étant que lorsque ce staff, 3 mois plus tard, a dit des choses pas correctes dans son CV et donc il n'est pas capable de bien travailler, vous êtes obligé de le mettre dans une stratégie d'amélioration des performances sur 1 mois. 1 mois plus tard, il n'est pas bon, même si c'est un directeur technique ou un directeur exécutif que vous avez recruté ou un chef de projet,
vous êtes obligé d'arrêter le projet, le contrat. Or, si vous arrêtez ce contrat, il se plaint qu'on ne m'a pas expliqué ce que on attendait de moi. On dit non, il y avait ça dans le job d'instruction. C'est écrit où qu'il a signé que j'ai compris ce qu'on attend de moi. Faites signer la session d'orientation des staffs. Ça protège votre organisation. Je peux faire la dictée de tout cela. C'est pour dire en réalité que penser au risque est la chose la plus importante pour tous les membres des conseils d'administration pour aider le directeur exécutif, parce qu'il ne peut pas penser seul, mais aussi pour le directeur exécutif d'avoir une session, au moins une session par mois, où il s'assoit et dit quels sont les risques encourus dans mon organisation. Prenez un chapitre ce mois, ressources humaines. Le mois prochain, prenez logistique et gérer le carburant. Vous savez que dans certaines organisations, je vais peut-être là, parce que si j'entre là-bas, c'est autre chose. Mais la première chose qu'il faut savoir, c'est que vous avez des informations sensibles dans vos organisations. Un staff qui travaille pour vous n'a pas le droit d'aller divulguer les informations de votre organisation. Faites-le signer le formulaire des déclarations de confidentialité. Ça doit faire partie de l'alliance des documents qui se trouveraient au niveau des ressources humaines. Et vous allez protéger ainsi votre organisation de ce qui se passe doit d'abord être chez vous. Ça ne veut pas dire que la confidentialité ne veut pas dire ne pas dénoncer. Il y a une nuance. La confidentialité, c'est le fait que quelqu'un prenne votre plan d'action, vous le retrouvez sur Facebook. Ce n'est pas logique. Mais s'il est victime d'un harcèlement, il doit dénoncer. Donc, faites attention, j'ai dit formulaire des déclarations d'engagement de confidentialité. Maintenant, je voudrais ajouter à ça un aspect important des ressources humaines. Quelqu'un disait hier encore les staffs qui viennent dans vos organisations et qui partent le lendemain. C'est quelque chose de très, très grave. Donc, vous vous levez le matin, vous dites que ce staff, je n'aime pas beaucoup sa tête, je le licencie. Rappelez-vous ce qu'on a dit. Le licenciement est à effet immédiat uniquement en cas de faute grave, documentée et notifiée au donateur correspondant. Je dis, ce staff, je ne le veux plus parce qu'il a fait... D'accord, je notifie, ça suffit. Mais si c'est juste un processus que vous voulez vous séparer, vous avez le droit. Hein? Vous avez le droit, mais suivez la réglementation en vigueur dans vos pays respectifs. OK? Parce que vous devez, n'oubliez pas que USAID est aussi partenaire de vos gouvernements et États. D'accord? Donc, vous aidez à ce que la réglementation en vigueur soit également respectée. Sur le plan juridique, la première chose, c'est que respecter la réglementation en vigueur. Première chose, il faut respecter la réglementation en vigueur. Parce que le respect des lois et règlements d'un pays où est mis en œuvre un programme, vous mettez déjà vous-même et USAID à haut risque. Le non-respect aussi même de vos manuels de procédure et autres. Vous avez des manuels de procédure et dans les composantes, certaines composantes, vous attendez que les staffs répondent à ça. Quand vous recrutez un staff, vous devez lui remettre le manuel de procédure de gestion en fonction de son poste de travail pour qu'il ne dise pas que je n'avais pas l'information que c'est ça qu'on devait faire. Parce que même si vous recrutez des gens sur la base de la compétence, vous devez laisser le temps pour que la personne puisse prendre connaissance de vos procédures. Je voudrais parler ici des impôts. Les impôts, c'est vrai que ça rentre dans la fiscalité, mais il y a un volet légal dedans. La non-déclaration va entraîner certainement des pénalités. Qui paye les pénalités? N'allez pas charger ça sur ça, donc vous direz que notre loi cost. On va les coûts, on dit quoi en français? Des coûts non éligibles, voilà. Excusez-moi. Parfois. J'ai utilisé le mot irrégularité financière pour ne pas dire brutalement détournement, mais ou contournement, je ne sais pas quel mot. Vous savez, en français, il y a beaucoup de mots pour dire la même chose. C'est pour ça que j'aime l'anglais. L'anglais, c'est une chose. Mais en français, on va dire irrégularité financière. On va dire détournement. On va dire contournement des procédures. On va dire... pardon? On va utiliser même un autre mot plus subtil, hein, pour dire
Non, on va dire, j'étais pas au courant. J'étais pas au courant, alors j'ai fait, je savais pas. Oh, une délicatesse. Hein. Oh, il y a tellement de mots en français pour dire qu'on ne peut pas faire. On n'était pas au courant. Rassurez-vous que les staffs qui travaillent pour vous et vous-même, vous avez des documents qui protègent votre organisation. OK? Sur le plan financier, s'il vous plaît. Y a-t-il des présidents de conseil d'administration ici? Y a-t-il des directeurs exécutifs? Les chefs de projet? Très bien. S'il vous plaît. Chaque jour où vous levez, ou bien chaque semaine, posez-vous la question, y a-t-il assez d'argent pour mettre en œuvre les activités? Posez-vous cette question maintenant. Posez-vous-la. Je vais entendre. Y a-t-il assez d'argent pour mettre en œuvre le projet? Pourquoi il faut poser cette question? Parce que vous n'allez pas engager une dépense et le fournisseur a fait son travail et vous ne pouvez pas le payer. Vous dites que non, les milestones n'ont pas été arrivés, le EOA n'a pas encore envoyé, on n'a pas encore reçu l'argent de l'USAID. Mais recevez d'abord l'argent avant d'engager. Ne recevez d'abord l'argent avant. Ne prenez pas d'engagement sans avoir l'assurance que vous avez l'argent. Hein? L'argent n'est pas un papier qui marche. Hein? Il est un papier qui est dans le compte bancaire du projet. Hein? Et puis, il n'y a pas d'urgence. Les urgences, c'est à l'hôpital. D'accord? Le compte bancaire n'a pas d'urgence. Et l'argent est mis en œuvre des activités. Mais vous pouvez planifier. Vous pouvez faire toute la procédure. Vous attendez juste au dernier moment pour pouvoir décaisser. OK? Le risque, c'est d'engager la signature d'un bon de commande et vous n'avez pas l'argent pour payer. Vous faites comment? Et puis après, on vous dit que la procédure n'a pas été respectée. C'est le droit. Lisez bien l'accord de financement. Il y a certaines activités pour lesquelles vous avez besoin de l'accord écrit de USAID. Sans cet accord écrit, vous engagez votre organisation, ça a vos risques et périls. Et c'est écrit, je crois que c'est la première ou deuxième page de vos awards. Et lisez ça. Parce que si vous engagez, c'est vous qui payez. Vous allez payer ça de... Bon, enfin, j'espère que vous avez assez de fonds pour certaines activités. Donc, s'il vous plaît, c'est une négligence et c'est un risque majeur, la disponibilité de l'argent. Les fonds doivent être disponibles pour pouvoir mettre en œuvre l'activité. OK? J'aime ça parce qu'on parle d'argent. Alors, il y a des risques liés qui impliquent aussi le partenaire. Ici, quand je parle de partenaire, je voudrais faire allusion surtout à... Vous vous rappelez des 3 cercles qu'on avait eus le premier jour? Il y a l'organisation, le partenaire local, mais il y a également l'État, l'USAID et les donateurs, mais il y a aussi les bénéficiaires. Vous devez documenter l'appréciation que les bénéficiaires ont de vos activités. Pourquoi? Il faut contrôler, il faut vous assurer que vous avez des feedbacks positifs. C'est bon pour vous, hein? C'est un conseil que je vous donne. Rassurez-vous que les partenaires disent des bonnes choses de vous parce qu'ils sont contents de ce que vous faites. Mais faites ça de manière anonyme pour qu'il y ait de la crédibilité dedans. Et rappelez-vous que USAID fait toujours des visites sur le terrain. Ils vont aller demander, et ça arrive dans certains pays, on arrive sur le site, USAID arrive dans un site, il dit, vous connaissez le projet, c'est pas moi, quel projet même, tel projet. Et puis le responsable, j'ai jamais entendu parler. Oh, j'ai jamais entendu. Vous savez, ça, c'est pas bon. Est-ce que c'est que vous n'existez pas? Ou alors, vous êtes dans le chemin de dire à USAID, nous faisons, mais ça discrédite derrière même vos rapports techniques. Parce qu'en réalité, il faut qu'on sache. Et l'une des choses qui est importante, c'est que lorsque vous mettez en œuvre les activités sur le terrain, vérifiez que les partenaires qui mettent en œuvre ça respectent aussi les procédures. Si vous mettez peut-être un matériel, vérifiez que le matériel a un manuel de procédure, que vous avez formé les personnes, les bénéficiaires, pour qu'ils utilisent ça correctement, n'est-ce pas? C'est de votre responsabilité. Il y a plusieurs procédures, risques organisationnels ici. Je vais faire juste une pause sur ça. Il y a des manuels de procédure que vous avez dans toutes vos organisations. C'est très bien. Mais est-ce que c'est des procédures que vous ne pouvez pas réviser? Il y a des manuels de procédure qui sont là depuis des mois, des années,
Et malgré le fait que vous changez de cible, vous changez d'activité, vous savez par exemple que quand on fait, au début, vous étiez peut-être en train de travailler chez les adultes. Lorsque vous commencez à avoir pour cible les adolescents, il y a des choses que vous devez intégrer. Est-ce que vous faites cette mise à jour? Il faut faire. Quand vous adressez aux populations clés, il y a des procédures à respecter. Quand vous impliquez peut-être USAID, vous dit vos cibles maintenant, vous allez aller vers les personnes vivant avec un handicap. Il y a une adaptation que vous devez faire de vos manuels de procédure. Donc, ne pas le faire, c'est aussi un risque. J'aime ce risque lié à la mobilisation de ressources ou à la collecte de fonds. Plusieurs personnes, et on parle ici d'usurpation d'identité, et ça, c'est très risqué. C'est-à-dire qu'un responsable de votre organisation peut usurper l'identité de votre organisation, agir en ces lieux alors qu'il n'avait pas mandat. Mais ça engage votre organisation. On dira qu'on a viré, je ne préfère pas citer l'organisation puisque je suis consultant pour plusieurs pays, j'ai plusieurs organisations, je ne peux pas citer l'organisation ici, mais au lieu de virer les fonds dans le compte de l'organisation, on a viré au compte, il a rempli avec son identité. Et dans son compte qu'on vire l'argent de son compte. Ce n'est pas USAID qui virait, je vous assure, rassurez-vous. Mais d'ailleurs, ils ne feront pas ça. Ils ne feront jamais ce genre d'erreur. Mais c'était une activité d'un autre partenaire. C'est-à-dire que cette organisation bénéficiait des financements USAID et a reçu les financements d'un autre bailleur. Et ce bailleur, que je vais aussi taire le nom, ce financier n'a pas vérifié qu'il s'agit effectivement de l'organisation, mais le nom, le numéro du compte qui était là, n'était pas le numéro de l'organisation, mais le numéro d'un individu, et l'argent est parti là-bas. C'est un gros risque. Parce qu'après, ça fait beaucoup de problèmes. D'accord? Donc, quand on parle de collecte de fonds, ça veut dire que l'argent sort d'un endroit vers un autre. Pardon, prenez le temps de vérifier le numéro de compte. Prenez le temps de vérifier le bénéficiaire. Parce que si votre fonds se retrouve dans votre compte personnel, c'est déjà un problème. Vous allez expliquer ça comment pour dire que c'est trop compliqué. D'accord? Avec USAID, ça ne peut pas arriver. Ça arrive, enfin, je n'ai pas connaissance de ça, mais souvent, quand on a plusieurs financements, on peut rapidement faire ces erreurs. Mais c'est des erreurs que j'appelle des erreurs intelligentes. Des erreurs intelligentes. Vous comprenez ce que je veux dire? Des erreurs très, très intelligentes. Hein? Il faut faire attention d'utiliser les logos des organisations. Par exemple, nous portons un badge. Mais c'est USAID qui nous donne le badge, qui nous autorise à avoir un badge, d'accord, avec le logo et tout le monde est content. Là. Mais vous ne pouvez pas prendre le logo de USAID. Vous collez parce que vous êtes partenaire de USAID, vous mettez dans un document sans... Il y a une politique. Lisez les procédures pour pouvoir utiliser le logo d'une organisation. Ne prenez pas de risques. Parce que c'est aussi des usurpations d'une certaine manière. Je voulais m'attarder ici sur les risques de vol. S'il vous plaît. La sécurité a plusieurs aspects. C'est vrai, il y a un aspect sur les ressources humaines, mais aussi le vol de matériel. C'est très lourd pour expliquer à USAID qu'on a volé le véhicule qu'ils ont acheté pour votre organisation. Qui a déjà fait face à ça? Quelqu'un? Ouais. Vous n'avez pas fait face à ça? Ah, c'est vrai, c'est super, USAID, ils sont tout bons aujourd'hui. Hein, ils sont parfaits. Mais je ne vous le souhaite pas. Parce que la panoplie de documents que vous allez remplir pour expliquer comment un véhicule est sorti et a été volé. C'est pour ça qu'il faut rendre compte. Quand, par exemple, un problème de sécurité arrive, ou bien vous êtes dans une zone à risque, vous n'allez pas là-bas. Vous pouvez même sursoir ou décaler vos activités là-bas, expliquer que pour la période, si on ne peut pas, est-ce qu'on ne peut pas faire, par exemple, mon collègue disait de travail en ligne, est-ce qu'on peut envoyer à travers une autre agence les produits qu'on doit envoyer parce que ce n'est pas trop safe. Mais comme d'autres organisations veulent tellement atteindre les objectifs, on les appelle les directeurs qui ont un leadership intellectuel. Ils sont focalisés sur le résultat absolu. Hein? Et puis, ils mélangent souvent le leadership émotionnel. Il faut vraiment
Même s'il pleut, même si la route est mauvaise, foncez, parce qu'il faut atteindre les objectifs. Non. Quand il y a un problème arrive là-bas, vous avez des problèmes plus graves. Qui est responsable? C'est vous. Les pertes financières, donc, et les distractions. Et quelqu'un dit, oui, le mot en français, c'est distraction financière. En français, il y a tellement de jolis mots pour dire la même chose, mais dans les sens... hein? Le vol, c'est le vol. Dès que l'argent n'est plus allié, là, on va passer un vol. Et puis, il y a une autre méthode très subtile que vous, les directeurs, vous devez savoir. Les doubles paiements. Les doubles paiements, on appelle ça des erreurs intelligentes. C'est-à-dire, enfin, on a payé le salaire là 2 fois. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est que c'est passé 2 fois. C'est passé 2 fois comment? On va pas dire pourquoi, on va dire comment. Et c'est passé 2 fois et puis vous avez utilisé une partie. Ah non, non, quand on voit 2 paiements arriver, on sait ce qu'il y a à faire. Hein? D'accord. Donc, il faut analyser le risque, l'évaluer également, mais surtout, la première chose, c'est l'identifier. D'accord? Et tout le monde est responsable dans une organisation pour identifier les risques. Je vais revenir ici sur un risque majeur, le non-respect des procédures. Pour que USAID vous donne les financements, vous leur avez dit, on a fait le NUPOS, on a eu les procédures, on a tous les éléments. Qui lit les procédures? Je vous assure que moi qui vous parle maintenant, je n'ai pas encore fini de lire toutes les procédures du USAID. Hein? C'est long. Si pour USAID est long, vous c'est également long puisque vous êtes, c'est tout petit peu aussi, n'est-ce pas? C'est juste qu'il faut prendre l'habitude de lire. Même dans la section ressources humaines, demandez à vos collègues de souvent lire les procédures. Mais lire, c'est une chose, mais mettre en place, c'est une autre. D'accord, ils vont vous dire, on a une politique de délégation de pouvoir, délégation de séparation d'autorité. Et puis, on verrait que pour certains chèques, c'est encore le directeur exécutif qui signe seul. Je connais une organisation où le directeur exécutif, il sait très bien qu'il y a les procédures pour garder les chéquiers dans un save au niveau des finances, mais le chéquier se trouve où? Dans son tiroir. Hein? On appelle ça erreur intelligente. Il faut donc qu'une fois qu'on a identifié le risque, on doit l'évaluer. Est-ce que c'est un risque faible, moyen, élevé ou critique? Dans tous les cas, ce qui est important, et ce que vous devez poser la question, une fois identifié le risque, vous vous posez la question, quelle est la probabilité pour que ce risque survienne encore? Est-ce régulièrement? Et quel est l'impact pour la réputation de mon organisation? Est-ce que vous comprenez? C'est 2 choses. Vous identifiez le risque, mais dites-vous, quelle est la probabilité pour que ça revienne? Et puis, quel est l'impact pour mon organisation? Et vous allez comprendre que même si la probabilité est très faible, l'impact est toujours élevé. L'impact, c'est soit c'est très critique, soit c'est élevé, soit c'est moyen. L'impact, c'est soit élevé, mais la fréquence, parfois c'est faible, parfois c'est à moyen. Donc, l'impact est toujours grave. Et la gravité, on appelle ça la carte thermique de gestion des risques, d'analyse des risques, est une carte que je vous conseille souvent d'utiliser et de l'adapter dans votre manuel et vos politiques que vous allez développer dans vos organisations. Parce que ça permettra de prendre des décisions. Une fois qu'un risque est élevé et critique, vous devez agir maintenant. N'attendez pas. Si l'impact est élevé et critique, il faut agir maintenant. Moyen, vous pouvez différer et déléguer la responsabilité à quelqu'un d'autre pour le faire. Et il devra vous rendre compte, l'obligation de rendre compte. Donc, d'une manière globale, il faut déterminer si le risque est faible, s'il est moyen, s'il est modéré et s'il est critique. Et surtout, voir l'impact pour la réputation de votre organisation. J'aime le dire ici, il faut éviter les risques. Il faut éviter les risques. Il faut savoir aussi les gérer.
quand ils surviennent, il va falloir les transférer parce que vous ne pouvez pas tout faire tout seul. C'est un risque moyen, vous allez devoir transférer et déléguer quelqu'un de le faire. Mais surtout, il y a des risques qu'on dit accepter le risque, c'est-à-dire qu'il y a des situations de risque qui ne dépendent pas de vous. Vous vous rappelez, dans la catégorisation des risques, on a dit un risque contextuel. Par exemple, la survenue d'une pandémie de COVID, c'est quelque chose qui ne dépend pas de vous, mais il va falloir l'accepter, mais vous devez vous adapter à ce contexte-là. C'est toi qu'on parle d'accepter le risque. Donc, je vais faire une petite pause ici et demander à une ou deux personnes de me donner un exemple de risque extrême ou critique, élevé, moyen et un risque faible. Est-ce que quelqu'un, dans les domaines que je viens de citer, est-ce que quelqu'un veut s'hasarder à en donner son avis dans son organisation? Comme les sessions, j'ai toujours dit, mes sessions sont participatives, il faut me donner un exemple de risque faible, moyen, élevé. Par exemple, un risque faible. Un risque faible? Non? Oui, un risque faible. Oui, monsieur? Est-ce que quelqu'un d'autre veut se prononcer pour un risque moyen? C'est une formation, hein? On peut se tromper. Et puis, on est des adultes. Je peux? Bonjour à Oui, tous. allez-y. Pour moi, la dépense engagée, le Uh-huh. prestataire a effectivement reçu l'argent, Mhm. mais les pièces comptables sont incomplètes. Donc, c'est un risque faible. Parce qu'il y a une possibilité de gérer ça. Oui, Et comment vous allez gérer ça? mais vous demandez les pièces complémentaires. Applaudissons pour lui, s'il vous plaît. Merci. Ça, c'est un risque faible. Parce que vous pouvez rattraper rapidement, n'est-ce pas? Un risque moyen. Oui. Élevé. Allez-y, madame. Et quelqu'un d'autre pour un risque moyen? Un risque critique? S'il vous plaît. Mais allez-y. Mais le risque élevé, pour Uh-huh. moi, on est habitué à un partenaire et sans signer un contrat, le Uh-huh. contrat qui est annuel, tu te mets à préfinancer l'activité. Pour moi, c'est élevé. J'ai pas bien suivi. Donc, un partenaire Un partenaire Oui. habituel, habituel. avant la signature d'un second contrat, Uh-huh. tu préfinances, tu commences Ah, vous mettez à disposition des fonds pour lui. en avance. En avance. Vous faites une avance, les avances financement. Ah, Ça, c'est élevé ou moyen? élevé. Et élevé pourquoi? Parce que le contrat peut ne pas être re-signé. Et puis, il n'y a aucun document qui vous oblige de le faire. Il n'y avait pas d'urgence, Oui. mais on l'a quand même donné par la confiance. Il n'y a pas de confiance dans l'argent. Parce que c'est un partenaire habituel. Ben oui, il n'y a pas de confiance comme ça. D'accord. C'est élevé pour moi. C'est très élevé. Applaudissons pour ces dames, s'il vous plaît. Merci. OK. Alors, moi, le risque auquel je pense, c'est qu'on a recruté un personnel, Mhm. notamment une sage-femme, et dans ces dossiers, il n'y avait pas son diplôme. Ah. Voilà, parce qu'elle venait de l'intérieur du pays. Mhm. Elle a dit qu'elle venait de déménager et tout ça, que ses papiers étaient restés. Mhm. Bon, on devait commencer les activités. Elle a dit qu'elle allait nous faire suivre le diplôme après. Mais après, on a vu que si on commençait à travailler avec elle et qu'il y avait une supervision ou bien une visite du partenaire Mhm. et qu'on n'était pas capable de prouver qu'elle avait le diplôme, Qui? c'était un risque. Donc, Il est élevé ou moyen? vraiment, il est élevé. Je pense. Il est élevé. Il est élevé. Il est élevé. Parce qu'il peut aussi avoir un faux diplôme. Et là, vous lui avez donné l'argent. Et vous ne Non, pouvez plus rattraper. Parce que parfois, il peut vous dire non, on va compléter le dossier après. c'est ça. Et après, il ne donne pas le dossier. Parfois, le dossier qu'il donne, il est faux. Il est faux, c'est ça. Le Donc, risque est élevé. finalement, on a préféré, voilà.
Merci, applaudissez pour la dame, s'il vous plaît. Un risque critique extrême? Oh. Oui, madame. Venez. Bonjour, je m'appelle Liliane, je travaille pour USAID à Bujumbura, au Burundi. Mhm. Je pensais à l'absence de contrôle interne, par exemple, si une organisation locale... Applaudissez pour cette dame. D'accord. Applaudissez pour elle. de contrôle interne. Mais vous ne pouvez pas gérer un projet. On l'a dit depuis le début. Il y a l'absence de procédure, de contrôle interne. Vous ne contrôlez pas. Donc, le financier va gérer comme ça, il n'y a pas de contrôle interne. C'est votre responsabilité d'avoir un contrôle interne. Mais aussi, l'autre risque grave, c'est tout ce qui concerne les ressources humaines. Parce que là, vous ne rattrapez pas. Contrôle interne, c'est une catastrophe. L'inspection, vous aurez l'inspection. Dans tous les cas, ils seront audités. Donc, vous qui êtes les directeurs, pensez toujours que un jour, je serai audité. Toute chose qui va dans l'audit des ressources humaines, hein, mettez ça comme extrême. Tout ce qui concerne les ressources humaines, les catastrophes naturelles deviennent aussi extrêmes parce que vous êtes responsable des équipes qui sont sur le terrain. D'accord? Et ça, c'est un risque contextuel qui arrive et ce n'est pas votre faute. Mais il va être capable de réagir. Par exemple, l'un des exercices qu'on fait souvent dans les organisations et qui est extrême, vous êtes responsable des documents. On dit toujours que les documents de projet se gardent pendant combien de temps? 10 ans. Et comment vous les gardez? Dans les cantines, voilà. Et quoi d'autre? Dans les cartons. USAID ne va pas être content. Hein. Dans les armoires. Et quoi d'autre? Allons-y. Mais vous gardez toujours les documents financiers. Dites-moi ce que vous faites. Hein? Dans les placards. Virtuel. Virtuel aussi. Oui? Hein? Les classeurs anti-feu. Oui. Ah, ça c'est intéressant. Vous comprenez que quand on classe dans les armoires, un directeur qui pense au risque ne va pas acheter n'importe quelle armoire. Il va acheter l'armoire anti-feu, comme la dame l'a dit. Oui. Mais aussi, il ira plus loin. Il dira, il nous faut des inspecteurs sur les escaliers, dans les coins. Il me faut un plan d'évacuation. Il faut que j'ai une simulation de plan d'évacuation, que j'ai un rapport. Parce que le jour qu'il y a un incendie et que vous n'avez jamais fait de rapport d'évacuation, vous n'avez pas un plan d'évacuation, vous êtes responsable. Et si vous êtes responsable, ça entachera la responsabilité de votre organisation. S'il vous plaît, faites des simulations d'évacuation dans vos organisations et prévoyez toujours que dans vos organisations, vous pouvez aussi avoir des personnes comme visiteurs ou comme employés vivant avec un handicap. Ces personnes ont besoin aussi d'avoir leur sortie assez vite. Pensez à tout cela. Merci pour les contributions. Donc, nous devons prendre en charge les risques et les suivre. Mais le plus important, c'est de prévoir les risques. Il faut les prévoir. Ça reviendra toujours. Je suis très heureux qu'on a parcouru les différents parties, mais je voudrais revenir sur la responsabilité. Le conseil d'administration est responsable, le directeur exécutif est responsable, tous les responsables des départements sont responsables, même les employés juniors, appelés ça seniors, même les bénévoles, même les stagiaires sont responsables. Tout le monde est responsable. Tout le monde peut jouer un rôle, mais vous devez le développer maintenant et mettre en place peut-être un petit comité dans vos organisations de prévention et gestion des risques. Et avoir des réunions 1 ou 2 fois par mois, une fois par trimestre sur ces stratégies. Il faut documenter le risque. S'il vous plaît, ce n'est pas verbal. On a identifié un risque, on rencontre dans son patron que voilà, je sors de mission, voilà ce que j'ai rencontré comme souci et j'ai observé ceci. Il y a eu peut-être des gens qui ont eu une altercation avec nous dernièrement. Cet endroit n'est plus très safe. Vous avez fait un rapport, vous avez fait votre travail. Mais il faut vous adresser pas seulement à votre superviseur, vous devez avoir un point focal du risque dans votre organisation. C'est à lui que vous envoyez cela, OK? Et quand un risque devient moyen, parlez-en à votre EOA. Quand il devient élevé ou critique, c'est une urgence. Hein? Vous lui en parlez pas parce qu'il prend la décision ou elle prend la décision à votre place, mais vous lui en parlez parce que
vous avez besoin qu'il en soit informé. Parce que pour gérer le risque, ça a de l'argent. Vous allez dépenser de l'argent, n'est-ce pas? Il faut adapter donc les besoins, votre approche de gestion de risque aux besoins particuliers de votre organisation. Désigner un cadre supérieur et la responsabilité de l'autorité de gérer vos risques. Établir un registre de notification des risques dans vos organisations. Examiner certaines questions fondamentales, notamment la fameuse question « avons-nous suffisamment de fonds ?» pour mener les activités. Ça, c'est tous les présidents du conseil d'administration de le faire ou les directeurs exécutifs et explorer toutes les possibilités pour améliorer et diminuer les risques. Il s'agit pour vous non seulement d'identifier le risque, l'analyser, mettre en œuvre les mesures d'atténuation, suivre comment la progression de la réduction de ce risque-là et puis enfin documenter pour éviter que ça se vienne pour une autre fois. OK? Est-ce que c'est important d'avoir un auditeur interne dans vos organisations? Ah! Est-ce qu'il fait partie des staffs clés que vous demandez souvent à vos appels à candidature? Non. Ah! Mais il est important. Mais vous ne demandez pas. Et vous attendez les fonds de USAID. Vous êtes une organisation qui n'est pas quand même, qui ne pense pas au risque, hein? N'est-ce pas? Ah, ça, je ne prends pas. Ça, je ne prends pas. Si vous savez que c'est important, c'est à vous d'argumenter pourquoi. D'accord? Quand vous avez quelque chose d'important, argumentez. Et je crois que depuis lundi, on dit toujours que communiquer, discuter, parler à votre interlocuteur qui est le EOA. C'est lui qui doit être convaincu. Quand le EOA se rend compte que c'est important, c'est stratégique, c'est utile, alors il va s'arrêter. Il va trouver une solution, pas trouver une solution, il va mieux comprendre ce que vous voulez faire. Je voudrais dire ici que parfois on pense qu'il y a une... On dit souvent que quand tout le monde est responsable, personne n'est responsable. C'est pour ça qu'il faut avoir un point focal. Il faut avoir un point focal dans vos organisations pour la gestion des risques. Et pourquoi pas, il faut savoir que les activités de gestion des risques peuvent être des activités que vous pouvez budgétiser dans la catégorie dépenses du conseil d'administration. D'accord? Vous pouvez mettre ça là, parce que hier, on vous disait encore sur les coûts indirects, vous rappelez, hein? Les catégories de dépenses, vous pouvez mettre ça dedans, parce que vous lui demandez de faire quelque chose, OK? Donc, en résumé, identifier les risques est la première étape. Y penser tous les jours est une obligation. L'analyser est une routine. Répondre aux risques est capital pour votre organisation et parce que ça surviendra à tout moment. Ça peut survenir à tout moment, surtout quand vous ne vous entendez même pas. Et ce n'est pas parfois votre faute, mais parfois par votre négligence. Donc, ne pas y penser, vous êtes déjà négligent, donc vous êtes responsable. Et surtout, ne dites pas, je ne savais pas. Je vais poser la question, est-ce qu'on a des questions en ligne qui sont arrivées avant qu'on ne passe à la deuxième partie? Il me reste combien de minutes? On va prendre 15 minutes. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, pour la session-ci, prenons le micro. Ah, j'espère que je ne vous ai pas fait trop peur. C'est bien d'être en alerte, hein? Ça fait peur quand même, les risques. Hein? Très souvent, quand je fais cette session, j'ai un silence c'est comme si je n'aurais pas beaucoup d'amis quand je vais sortir de cette salle, j'ai l'impression. Ah, il y a des choses que vous ne pensez pas. Et tout de suite, vous pensez déjà à tous ces risques-là. En fait, il faut applaudir pour vous tous d'abord. Applaudissez pour vous tous alors. Ça veut dire que vous êtes déjà en alerte. Merci beaucoup. Vas-y.
Merci, docteur. Vous avez parlé de la déclaration d'impartialité et de confidentialité. Le plus souvent et d'habitude, dans nos organisations, nous ne faisons signer ces documents-là qu'aux gens qui sont impliqués dans la réalisation de certaines activités. Par exemple, au moment d'analyse d'appel d'offres, au moment de recrutement des agents, et ainsi de suite. Mais si j'ai bien compris ici, ces documents aussi doivent être signés par tout agent au sein de l'organisation. Je ne sais pas si tout le monde a compris comme moi. Cette précision-là que je voulais obtenir. Alors, merci beaucoup, merci. On a, dans le processus de recrutement ou encore un processus de passation de marché ou un processus, vous avez l'obligation de signer le formulaire de déclaration de conflit d'intérêt, de non-conflit d'intérêt. Je commence par là, le formulaire de déclaration de non-conflit d'intérêt. Lorsque vous recrutez quelqu'un, il doit signer ce qu'on appelle la déclaration sur l'honneur, que tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai écrit dans mon CV, et Dieu seul sait combien les CV sont beaux, hein? Tout ce que j'ai dit dans mon CV est vrai, la main au cœur, hein? La main sur le cœur. Il dit ça, il signe ce formulaire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que cette personne est déjà à signer le contrat, d'accord? Il doit maintenant être orienté, mais en même temps aussi, il doit signer le formulaire de respect de la confidentialité. Parce qu'il a déjà vos manuels de procédure, il a déjà vos documents, il fait partie de votre organisation. Il a un rôle de protéger la réputation de votre organisation. Donc, c'est une autre phase dans la gestion des risques des ressources humaines. J'espère que je me suis fait comprendre. Et cet aspect-là, souvent, nous le négligeons. Mais après, il va dire, on ne m'a pas dit que je ne suis pas supposé. Vous savez pas souvent qu'il y a des documents qui viennent écrits confidentiels ou alors qu'on vous dit que cette information doit rester confidentielle à l'organisation. OK? Une autre question, commentaire? Oui? Oui, merci. La gestion des risques a un coût. Et généralement, les budgets que nous avons n'ont pas toujours, ou les donateurs ne donnent toujours pas cette flexibilité dans la gestion, dans les flexibilités de coûts dans la gestion des risques, parce que les risques ne sont pas figés. Les risques naissent, disparaissent, changent, passent de faibles à critiques. Et souvent, nos budgets étant plus ou moins calés, on n'a pas toujours cette flexibilité, même dans la discussion avec les bailleurs, pour dire qu'on a besoin de ressources pour gérer ces risques. Généralement, on en parle, mais en ce qui concerne le budget pour la gestion des risques, souvent, c'est des longues discussions qui ne se terminent pas. Je vais prendre le risque de vous répondre. Mais c'est avec votre bénédiction. En réalité, rappelons-nous que vous êtes fixé des objectifs, vous êtes une organisation. Vous êtes une organisation. Sans USAID, vous vivez. Maintenant, USAID vient en appui aux objectifs que vous êtes fixés en disant, nous partageons les mêmes visions et les mêmes objectifs. Alors, voici ce que je te demande de faire sur ce qui est de ma portion en tant que USAID. Mais tu ne vas pas dire à USAID de faire tout. J'en arrive. Parce qu'avant USAID, donc, les risques là, ce n'était pas ton dossier. Je voudrais me faire comprendre. Je parle des risques liés à la mise en œuvre d'un projet financé par un bailleur. En tant qu'organisation, nous avons nos propres risques que nous gérons. Mais quand je m'engage à un projet, il y a des risques associés à la mise en œuvre de ces projets. Je parle de ces risques-là. C'est pour cette raison, je disais tout à l'heure, que même dans le cadre de la discussion qu'on a eue, je crois, hier, on était en train de penser que dans les catégories de coûts que vous appelez les coûts indirects, vous pouvez charger certaines dépenses comme celle-là si vous êtes sûr que c'est utile. Et nous avons dit ici que les risques sont importants. La preuve, notre collègue du Burundi tout à l'heure disait qu'avant un auditeur interne, on a tous dit ici qu'on veut un auditeur interne. Mais est-ce qu'on a l'argent pour payer un auditeur interne?
Mais on peut avoir une expertise qui vient de manière ponctuelle nous aider. Ça dépend du volume de l'organisation et du volume de l'enveloppe. Donc, il y a une flexibilité que vous avez. Ayez les arguments et convainquez USAID. Je ne vois pas USAID en train de dire non, alors que l'évidence montre qu'effectivement, ils ont besoin et ils sont... Parce que c'est vous qui mettez en œuvre le projet et vous voyez déjà le risque. Mais si vous n'y pensez pas, ils ne penseront pas pour vous. On est d'accord? Moi, je suis aidé de vous dire que bon, voilà, acheter juste ceci, et puis ça. Mais on va acheter comment? Comment la voiture va partir? L'assurance, c'est combien? Et tous ces aspects-là, OK? Donc, je ne voulais pas entrer dans ça, mais pour dire que c'est vrai, on n'y pense pas souvent. Mais on fait face. Et quand on fait face, c'est notre responsabilité. Donc, anticipons. OK? Il y a une question en ligne, non? Ça va? Très bien. Vous voulez commenter? Allez-y. I want to follow up with what the brother is saying. I think he's from Madagascar. I think he's being very practical. The reality is that you can't, if you went to USAID with everything, you know. So for me, I think that the idea of risk, for example, I don't necessarily need to have an internal auditor, but as a chief executive, I know that if SEN is to survive, one of my jobs is to minimize risk, to make sure that when the auditors come, they don't find something surprising. So I have to keep my eyes open. Because the reality is that if you have a grant of 200,000, I mean, it will be difficult. And some of these things, they are highly specialized. To get a forensic auditor, to get an auditor with the skills, is expensive for smaller organizations. So for me, I think we should encourage the culture of thinking about risk rather than of money. Merci beaucoup. Cette intervention nous clore en fait ce chapitre. Okay, I'll bring it in French again. Non, en fait, il parlait tout à l'heure de ce qu'il se joint à l'autre collègue sur le fait que la problématique de gestion des risques a un coût et c'est quelque chose qui est important. Mais même si ça existe, il se joint à lui et puis il avait aussi un aspect qui concernait le fait que l'auditeur interne Okay, you can hear me now? Donc, I will try to tell to the lady. Donc, en fait, c'est ça qu'il était préoccupé par le fait que c'est quelque chose qui existe. Mais pour lui, on doit établir les risques comme étant une culture dans les organisations. Ça ne doit pas être quelque chose de précis. C'est pour ça que je disais que, en fait, il était en train de clôturer ce débat sur les risques parce que ça peut revenir à tout moment, mais c'est d'abord la responsabilité de l'organisation. Ça doit devenir donc pour nous comme un mandat de culture, que la prévention, la gestion et des risques est une culture de nos organisations locales. Et ça fait partie intégrante, comme je l'ai dit au début, d'une des priorités de la gouvernance. On ne peut pas parler de gouvernance dans un environnement à haut risque. Ce n'est pas possible. Je vais, parce que nous disons cela, il y a quand même une entité dans vos organisations qui doit jouer le rôle. C'est pour cette raison que vous qui êtes les directeurs exécutifs, je vous renvoie à vos conseils d'administration. Ils doivent vous aider. C'est en ça aussi qu'ils doivent pouvoir penser avec leur expérience et leur expertise de plusieurs organisations où ils ont travaillé. C'est pour ça que avant-hier, nous parlions sur le choix des personnes qui travaillent dans vos conseils d'administration, la compétence qu'il faut dans le conseil d'administration. Vous pouvez même créer une sous-comité des risques au conseil d'administration et justifier pourquoi vous avez une dépense du conseil d'administration dans les coûts indirects de vos budgets. Donc, mais comme nous avions dit dernièrement, et c'est l'objectif de la deuxième partie, dire que le conseil d'administration est en charge de protéger la réputation, renforcer la visibilité de l'organisation, c'est en ça que
au top de toute chose qui concerne les risques, on rend responsable le conseil d'administration, d'aider l'exécutif. Parce que l'exécutif, parfois, ne va pas penser à tout. Et c'est en ça aussi que nous disons que il faut y avoir un mécanisme de compte rendu entre l'exécutif et le conseil d'administration. La question fondamentale qu'on se pose, c'est comment les deux collaborent. Comment est-ce que vous, les directeurs exécutifs, collaborez avec vos conseils d'administration? Comment est-ce qu'ils sont au courant des objectifs, des cibles, des zones d'intervention de vos projets? À quelle fréquence vous travaillez avec eux pour qu'ils puissent vous aider à pouvoir être efficaces? Combien de fois nous les responsabilisons? Comment est-ce que ces membres du conseil d'administration, nous prenons en compte leur avis dans nos activités? Ce d'autant plus que le choix ou la sélection de membres du conseil d'administration sont souvent très complexes. Vous savez, en français, il y a des mots gentils. Il faut dire très complexes. Parce que le mot en anglais, je ne peux pas le trouver, mais c'est très complexe, le choix de nos membres du conseil d'administration. Vous avez choisi votre ami, copain, un ancien camarade et tout. Et puis après, c'est lui qui doit vous donner les conseils. Dire, écoute, sur le plan de la carrière, je suis quand même plus gradé que toi. Même si je suis directeur exécutif, tu es venu ici seulement comme membre du conseil d'administration, je n'ai rien à apprendre de toi. Malheureusement, si vous créez ce genre de contexte, vous n'allez pas tirer le meilleur de vos membres du conseil d'administration. C'est pour ça que dans l'autre session, on redit que les membres du conseil d'administration doivent être solides. C'est en ça que le leadership de vos organisations va être respecté. Parce que vous êtes dans la gouvernance et eux, ils sont vraiment le miroir de l'organisation. Si vous prenez des personnes qui ne sont que là pour meubler le proposal, bah alors, ce sera difficile. Donc, il faut mettre en place un conseil d'administration efficace. Mais ce conseil d'administration, comme nous l'avons dit l'autre jour, doit fonctionner selon les principes de gouvernance, de transparence, redevabilité, équité, indépendance dans la prise de décision et le jugement. Il faut documenter les décisions du conseil d'administration, mais aussi le conseil d'administration doit travailler sous forme de sous-commission ou comité, parce que c'est la séparation dans sous-comité, puisque chacun d'entre eux a une expertise dans un domaine précis. Mais c'est vous, dans vos organisations, qui définissez quel genre de sous-commission j'établis en fonction des projets et programmes que vous avez à mettre en place. Et ensuite, vous leur définissez les rôles et les responsabilités que vous attendez d'eux. Et c'est en ça que le directeur exécutif envoie les requêtes au président du conseil d'administration qui décide en dernier ressort, mais envoie à la sous-commission responsable de pouvoir analyser les détails et donne son avis. Et quand il donne son avis, c'est ça qui va nous permettre maintenant d'avoir la documentation que c'est un avis indépendant. Sinon, ce sera tout le monde et personne. Je vais dire ici que, sachez-le, autant un conseil d'administration, autant ce système est mis en place, qu'il faut aussi évaluer l'effectivité de ce service à travers les rapports des comités du travail du conseil d'administration. Et c'est pour cette raison que la dépense que vous avez mise dans les coûts indirects va être justifiable. Ne pensez pas que les applaudissements que nous avons eus l'autre jour sur les possibilités de négocier des coûts indirects à 15% va être un chèque en blanc. Et ça va attendre, voir qu'est-ce que vous faisiez d'abord avant. C'est pour ça qu'il faut documenter le travail de vos conseils d'administration. Il faut le faire avant. Il faut avoir un conseil d'administration structuré avec des personnes et des CV consistants et qui travaillent. Ça permettra de convaincre USAID. OK? Et pas seulement USAID, les autres donateurs. Et c'est ça qui donne du crédit à votre organisation. Et c'est en ça qu'on parle de leadership. Et malheureusement, comme je dis toujours, tout dépend du choix et comment nous les choisissons. Mais nous savons que, comme c'est vos organisations, vous avez la capacité du réseautage. Et cette capacité de résultat va vous permettre de choisir les bonnes personnes. N'ayez pas peur d'être critiqué. C'est important d'être critiqué. Quelles sont les questions importantes que le conseil d'administration doit se poser? À quel moment je dois intervenir? Dans quoi je dois intervenir? Comment je dois communiquer? Les questions que la direction exécutive doit se poser dans un projet de USAID, c'est comment est-ce que j'informe le conseil d'administration? Comment est-ce que je sollicite le conseil d'administration? À quel moment je les sollicite?
et les décisions du conseil d'administration, comment se prend-elle? Est-ce un individu? Est-ce une commission? Est-ce que c'est documenté? Est-ce que c'est mis en place? Est-ce que le conseil d'administration suit la mise en œuvre des décisions que ce comité a prises? Voilà les questions qu'on doit se poser. Je pense aujourd'hui que vous avez vu qu'on a parlé de certaines variétés que nous sommes en train de faire la promotion, notamment le genre, notamment les personnes vivant avec un handicap et les minorités, pour dire en réalité que c'est des composantes qu'il faut désormais prendre en compte. Dans un conseil d'administration, ce serait bien d'avoir, si vous avez une personne vivant avec un handicap, elle fera d'abord le plaidoyer et s'assurer, si vous avez une personne qui est spécialisée dans le genre, vous verrez que dans tous les documents de plan stratégique que vous allez développer, elle va vérifier ou il va vérifier si l'aspect genre a été pris en compte. Vous avez un conseil d'administration d'abord constitué peut-être de, je ne vais pas dire la même chose que l'autre jour, hein? 1 sur 9, c'est les hommes. C'est les hommes et peut-être une dame et vice-versa. Ça, ce n'est pas un conseil d'administration que nous voulons voir. Le travail en comité est l'indicateur de la bonne gouvernance du conseil d'administration. Un travail en commission est l'indicateur de performance de bonne gouvernance d'un conseil d'administration. Si ce n'est pas le cas, ce sera difficile. Je voulais revenir ici que il faut également savoir que le conseil d'administration doit être évalué. Comment on évalue un conseil d'administration? C'est l'auto-évaluation. Combien de fois, en tant que membre du conseil d'administration, j'ai participé aux réunions? Combien de fois j'ai lu un document que le directeur exécutif a partagé? Quel genre de proposition ai-je fait en direction de l'exécutif? Voilà pourquoi ce n'est pas un conseil d'administration où il y a les jetons de souveraineté ou les jetons de présence, les fiches de transport. Excusez-moi, je suis tellement habitué à être avec eux que je commence à être habitué. Donc, il faut suivre la gestion, la performance de votre conseil d'administration. Et ça touche tous les secteurs. Et particulièrement les organisations sociales civiles. C'est très important. Parce que c'est là où il y a les batailles les plus dures. Les batailles les plus dures. Parce que la personne dit non, tu as déjà été trop présent dans ce poste et tu dois déjà partir. D'accord, tu vas partir, mais qu'est-ce que les textes prévoient? Ça doit être au cours de l'Assemblée générale, on doit faire un vote et tout, etc. Hein? Donc, il faut évaluer chaque année le conseil d'administration au moins une fois. C'est une auto-évaluation et une évaluation en groupe qui doit être faite. Donc, je voulais globalement m'arrêter là et laisser le soin aux questions. Vous avez cette présentation qui est dans votre manuel. Il nous reste combien de minutes? Très bien. Nous avons, pour les débats, il nous reste environ 15 minutes. Une voix? Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Les dames ne parlent pas beaucoup aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que les dames ont un souci. Hein? Je vous dis, on va genrer toutes choses. Dames et messieurs. Monsieur. Voilà, merci beaucoup. Moi, c'est Kamano Souro, je suis médecin. Je travaille pour le bureau de santé de l'USAID Guinée. Je pense que félicitations aux organisations de la société civile africaine. Et je pense que je vais faire un petit commentaire par rapport à ce que vous avez fait comme présentation. Et je dis félicitations aux ONG de la société civile africaine parce que c'est la première fois que l'USAID prend une décision comme ça, forte, pour aller à la localisation et le matérialiser. Donc, vraiment, vous avez une responsabilité lourde à bâtir la confiance. Lors de votre présentation, vous avez dit quelque chose qui a retenu mon attention. Vous avez dit que les urgences, c'est à l'hôpital. Ça, c'est extrêmement important. Quand on gère une organisation, toutes les décisions qu'on prend ont une conséquence, ont un effet, que ça soit positif ou négatif. Donc, ce mot-là est extrêmement important. Si fond de l'USAID, quand
un engagement non autorisé. Donc ça, c'est très dangereux. Lire le contrat et le comprendre. Parce qu'on peut lire quelque chose et ne pas comprendre. Mais lire et comprendre, c'est extrêmement important. Le dernier élément de mon intervention, c'est les ressources humaines. C'est un point critique. Pour avoir une petite expérience dans ma vie étudiantine, j'étais leader d'une ONG. Mais la leçon que j'ai apprise, c'est que c'est les hommes qui produisent la richesse et non l'inverse. Donc, si on valorise les hommes avec lesquels on travaille, on les considère, ils se sentent valorisés, tout ce qu'on pose comme acte, on l'obtient toujours. Ce n'est pas parce que je suis le directeur exécutif, ce n'est pas parce que je suis le fondateur d'une ONG que moi seul, je peux décider à la place de tout le monde. Même nous, on a beaucoup appris. Des experts qui sont venus de l'USAID de Washington, ils nous impliquent toujours dans les décisions, dans la prise de décision. Ça, c'est extrêmement important. Si vous prenez une décision collective, la probabilité de succès est plus élevée que lorsque moi seul, en tant que manager, je m'assois quelque part et prends une décision. Encore une fois de plus, merci. J'ai appris tout à l'heure, lors de la pause, je me suis entretenu avec M. Emmanuel de Rwanda. Il travaille avec l'USAID depuis 2012, mais j'ai beaucoup appris de lui. C'est lui qui est assis là-bas. Comment ils ont bâti la confiance avec l'USAID et avec les autres. D'abord avec l'USAID, après j'ai travaillé avec les agences d'éducation et là je suis revenu à l'USAID. Moi j'avais un message pour les organisations locales. C'est-à-dire que c'est votre organisation, c'est l'organisation que vous avez créée quand rien n'était rien. J'ai l'impression que, et cette organisation-là, vous devez c'est un outil pour vous, pour votre propre développement et le développement de votre pays. Et dans l'esprit, ce que j'ai appris des Américains, c'est qu'il ne s'agit pas pour vous de vivre dans des conditions difficiles. Quand l'USAID et quand tout projet de l'USAID s'installe dans le pays, ils font une étude de marché du pays. Et ils recrutent les meilleures compétences du pays. Cette étude, l'USAID le fait régulièrement. Il y a un outil, il y a une grille de salaire à l'USAID qui est donc disponible, qui n'est pas confidentielle. Donc, simplement pour dire que ce qui est important, c'est que vous puissiez documenter toutes les décisions que vous voulez faire et comment vous comptez développer votre organisation et quel est le mécanisme de motivation, comment dire, retirement, etc. Toutes les politiques que vous voulez mettre en place en rapport avec les ressources dont vous disposez et votre vision pour votre propre développement. Donc, je crois qu'il faut vraiment voir grand. Il ne faut pas penser que vous êtes là pour vivre, pour le staff de vivre de manière misérable. Non, c'est vraiment pour pouvoir vous développer, recruter les meilleures compétences dans le pays et les mettre dans des conditions pour qu'ils puissent bien concevoir, bien aider leur pays et bien se développer.
Moi, j'ai souvent eu l'impression que les organisations locales pensent que c'est des organisations locales qui doivent opérer dans de moins bonnes conditions que les organisations internationales. Non, vous devez opérer dans les mêmes conditions, mais vous devez seulement vous assurer de la bonne gouvernance et des procédures sont documentées et que quand on éditeur vient, vous lui dites non, nous c'est comme ça que c'est dans notre organisation. Et c'est des négociations avec l'USAID. L'USAID est très ouverte à votre propre développement organisationnel et à votre propre développement personnel. Merci beaucoup. Merci pour cette contribution. Je vais donner la parole à une dame. Merci beaucoup. Je suis très, très contente de la présentation. Je vous remercie infiniment. En tant qu'une organisation féminine créée depuis plus de 20 ans, et je vous dis qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup appris. Merci. Et je suis même pressée de repartir à la base, essayer de les actualiser. Parce que là où le niveau où on est là, on a besoin d'être actualisé. Maintenant, vous avez dit que le document est dans le manuel. J'aimerais savoir si c'est ce manuel. Oui. Votre présentation. Oui. Dans ce manuel, vous avez 3. C'est dans les dossiers. Vous avez 3 ici. Le dernier là. L'avant-dernier. L'avant-dernier. Si vous cliquez là, vous avez toutes les présentations. Merci. Maintenant, par rapport à nos partenaires USAID, heureusement qu'il y a Dr Barry qui est dans la salle. J'aimerais savoir, comme c'est un processus d'apprentissage par rapport à la localisation, d'adaptation, est-ce qu'après cet atelier de 4 jours, est-ce qu'il y a possibilité de contacter les consultants? Est-ce que vous avez pris des dispositions par rapport à ça? Parce que c'est sûr qu'on aura besoin d'eux. Merci, madame. Je crois que la question est bien notée. La question est bien notée. Je pense que depuis... Vous pouvez prendre le micro là-bas. Depuis le début de cet atelier, et même avant, il y a une liste de participants qui circule. Vous avez nos adresses là-bas. Vous pouvez nous contacter éventuellement pour avoir plus d'explications. Dans le cadre du mandat de ASAP, à travers le travail que nous faisons avec USAID auprès de vous, le mandat de USAID nous oblige à mettre à votre disposition une banque de données et de ressources pour votre propre gouvernement, pour votre propre formation. Nous avons des webinaires que nous organisons régulièrement. Vous devez y participer. Il y a des webinaires qui prennent plusieurs participants de plusieurs pays, pas forcément ceux qui sont ici. Et plusieurs personnes actuellement nous suivent également en ligne. Et nous pensons également qu'une fois que le contact est établi, il va au-delà de cela. Donc, et puis vous avez la possibilité, si vous avez une sollicitation particulière, approchez-vous du bureau USAID de vos pays et discutez-en avec eux. Voilà, merci. OK. Merci beaucoup pour la présentation. On ne vous entend pas. Merci beaucoup pour la présentation. Et moi, c'est Dr Amen Kokou-Lomeou. Je suis de Rasmus Togo. Et le Rasmus Togo, c'est un réseau d'associations de personnes vivant le VIH. Nous sommes au Togo. Moi, j'aimerais un peu m'attarder sur la relation CA, direction exécutive. Nous avons quand même constaté que la relation entre plusieurs CA et leur direction exécutive est parfois conflictuelle. Parce qu'on avait travaillé dans un contexte régional, ce à quoi nous avions assisté, on a vu quand même que lorsque vous avez quand même des propositions et que les propositions sont acceptées, des fois, il y a des membres du CA qui veulent muter, partir du CA pour rentrer dans l'exécutif. Alors que les dispositions dans les manuels de procédure ne sont pas comme telles. Donc, je me dis, des fois, c'est à nous quand même de contrôler aussi l'action du CA, c'est-à-dire je parle de la direction exécutive.
Moi, ce que je voudrais quand même, est-ce que vous pouvez nous donner des conseils? Parce que pour que cette action-là que nous faisons ne soit pas une action qui amène à des conflits, quoi. Ça se fasse pas trop, avec pas trop d'heures, quoi. D'accord. Comme on dit, dans toute relation, il y a toujours des petites frictions. Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez vous aligner là, je vous donnerai la parole tout à l'heure. En réalité, je veux me joindre à mon collègue qui a parlé tout à l'heure, les deux collègues de USAID. C'est une opportunité pour les organisations locales de montrer leur capacité, leur force à pouvoir gérer les fonds de manière transparente, de pouvoir documenter les décisions que vous prenez et de pouvoir montrer que la délégation de pouvoir est effective et que vous êtes redevable et que vous sachiez que tout ce que vous faites, USAID est là pour vous accompagner. Mais c'est d'abord votre affaire. Mais le problème, c'est, et ça revient à ce que vous venez de dire, je n'ai rien contre, c'est un constat que j'ai fait, il y a certaines organisations qui ont été créées par un leader, un seul, et qui considère que c'est son affaire. Et comme c'est son affaire, tout changement doit passer par lui. Alors, il est éternel. C'est ça? Non? Il faut penser à la succession. C'est pour ça que notre collègue du Togo, hier, dans la session sur les bonnes pratiques, a parlé de la succession. Combien de directeurs donc qui ont créé je pouvais utiliser le mot, leur affaire, pensent après, pensent plus loin. Combien? Et c'est ça qui fait de démontrer votre niveau de leadership. Parce que le leadership de changement oblige que, comme disait la dame tout à l'heure, elle part d'ici et tout est en train de changer dans sa tête. Parce qu'en réalité, elle a appris beaucoup de choses aujourd'hui qu'elle va mettre en place dans son organisation. Et je souhaite également que ce soit le cas pour chacun d'entre nous. Parce que c'est une opportunité pour nous de démontrer, nous les organisations locales, notre capacité à faire mieux. Qui connaît mieux nos communautés? C'est nous. Qui connaît bien nos localités? C'est nous. Qui connaît bien nos cibles? C'est nous. Qui connaît bien les stratégies? C'est nous. C'est nous-mêmes qui connaissons aussi notre capacité à atteindre les objectifs. Alors, il n'est pas logique que d'autres organisations puissent atteindre des objectifs alors que vous, les organisations locales, vous n'atteignez pas. Ça n'a pas de logique. C'est en ça que USAID attend des organisations locales de démontrer des stratégies innovantes et des approches qui apportent les résultats, mais avec peu de ressources, puisque les organisations atteignent ces objectifs, mais avec beaucoup de ressources. Vous connaissez le terrain. Ce n'est donc pas logique que vous n'atteignez pas. On est d'accord. C'est en ça que j'interpelle le leadership. C'est pour ça qu'on dit, constituez-vous maintenant, vous qui avez créé vos organisations, constituez un conseil d'administration qui vous contrôle. Parce qu'on ne veut pas que tout se tombe sur une seule tête. Mais il faut aussi que vous laissez une partie de votre pouvoir. Et ça fera l'objet d'avoir des débats de demain. Votre capacité à donner un peu, à laisser un peu d'espace. Et ce qui est difficile chez nous, c'est qu'on aime le pouvoir. On aime rester omniscient, omnipotent, omnidécideur, décideur unique. Non. La meilleure décision est celle qui est collective et documentée. Parce qu'il y a derrière cette décision l'évidence. La décision individuelle est fragile parce qu'elle est sujet à beaucoup de critiques. C'est le bon sens et c'est la meilleure approche. C'est pour cette raison, pour revenir pour les organisations associées civiles, là-bas, la guerre est plus dure. Parce que tout le monde veut être PCA. Tout le monde veut être membre du conseil. Et quand le financement arrive, tout le monde veut être directeur exécutif. Et tout le monde veut être financier. Parfois, il y a besoin d'abord de renforcement de capacité de la société civile. Dans une de nos réunions, une collègue de je ne sais pas de quel pays avait dit « Il faut qu'on prenne le temps de nous former ». Alors, on a une base de données des ressources qu'on vous a mis à disposition. C'est le temps de nous former rapidement et de nous restructurer rapidement parce que les gens nous regardent. J'aime le mot là. Les gens nous regardent. Parce qu'on veut voir si on est capable.
Et je sais que nous sommes capables parce que nous connaissons le terrain. Et nous pouvons même faire mieux avec peu de ressources. Mais il faut aussi, comme vous l'avez dit, il faut s'arrimer aux standards internationaux. Et ça, c'est rendre compte, documenter, prendre des décisions collectives, être transparent, être redevable, s'assurer qu'on protège les intérêts des uns et des autres. Un point, un trait. Est-ce que nous sommes capables de faire ça? Oui, nous sommes capables. Et si nous sommes capables, nous sommes des organisations à fort leadership et nous pouvons montrer patte blanche à USAID et aux autres donateurs. Notre indicateur sera le nombre de personnes qui nous font confiance. Je passe la parole. Bonjour tout le monde. Je me présente Dr Omar Soumana. Je suis de l'USAID Mission Niger. Je suis le spécialiste au renforcement du système de santé. Quand on dit renforcement du système de santé, et dans une question de localisation, c'est souhaiter avoir des acteurs conscients de leur mission, mais aussi au respect du standard international, comme vous l'avez dit. Parce que le problème qui se passe parfois, le vrai problème, c'est quoi? Des gens veulent se faire incontournables en oubliant les vrais risques de la gestion. Et quand ceci se présente, c'est la division à l'interne même de l'institution. Ce qui veut dire que le standard ne sera jamais atteint, en plus forte raison d'être maintenu ou conservé ou promis. Maintenant, la triste réalité est que parfois, dans les organisations nationales ou locales, comme on le dit, les gens veulent s'enrichir très vite. Les gens veulent s'enrichir très vite. Alors que si on pérennise ce qu'on a fait, même nos plus petits enfants vont en profiter de ce qu'on a construit. Et derrière ça, il y a l'individualisme. Au lieu de s'associer, de s'unir pour faire des consortiums forts, chacun veut être le leader. Alors qu'on dit pour régner certaines situations, on se divise. Quand on est divisé, on est plus fragile. Quelle que soit la maîtrise, on ne peut pas les conserver. Maintenant, la question de compétitivité entre les organisations ou les structures locales et internationales, c'est la maintenance, le maintien des compétences. Et comme le collègue l'avait dit, il faut bien créer des postes budgétaires qui peuvent compétir avec les ONG internationales. Vous allez voir, les compétences vont rester dans les structures nationales. Parce que plus les gens se spécialisent, plus ils ont besoin d'un haut niveau de vie. Et quand on sait que quand je quitte ici pour être dans l'autre ONG internationale ou structure internationale, je serai mieux payé, je serai tenté de quitter. En oubliant que ce qu'on a construit, c'est pour le développement de notre localité, de notre nation, mais aussi de notre continent. Donc, soyons logiques et pérennes dans ce que nous voulons. Nous voulons devenir plus forts localement, mais aussi devenir international. Les ONG internationales ont commencé par quelque part, dans une localité, dans une nation, avant de devenir international. Avec tout ce qu'on a comme ressources aujourd'hui, suite à ces ateliers et les autres sources qui ont été données, c'est ce qui va nous empêcher de devenir plus grands et espérer devenir international. Je vous remercie. De cette intervention, nous retenons que nous devons aussi changer notre vision, notre manière de penser. Nous devons penser plus grand. Nous devons penser plus durable dans le long terme. En réalité, nous ne devons pas penser un projet USAID, mais plusieurs. Nous devons diversifier nos axes stratégiques dans nos activités. On ne va pas être centré seulement sur tel aspect. Vous avez vu tout ce qu'on a discuté ici, dans vos agendas, les domaines sont variés. Vous pouvez parler de la santé maternelle, vous pouvez parler de la santé mentale, vous pouvez retrouver chez les domaines sont variés. Il faut aussi que nos organisations soient aussi polyvalentes qu'il faille. D'accord? Je pense également que je me rejoins à vous sur les changements qu'il faut. Rien ne peut se faire dans une organisation si le leader et les leaders de cette organisation
ne comprennent pas la nécessité d'apporter les changements nécessaires, ne suivent pas la mise en œuvre de ces changements. Ne dit-on pas que le poisson pourrit par la tête? C'est ce qu'on dit, les Africains disent le poisson pourrit par la tête. C'est pas ça? Ça veut dire que nos organisations, ça ne fonctionne pas. C'est le board, c'est le conseil d'administration au directeur exécutif. Alors, messieurs les directeurs exécutifs qui êtes présents là, c'est à vous qu'on s'adresse. C'est à vous d'apporter les changements. C'est à vous de vous approprier sur la gestion de ces risques. C'est à vous de rester focalisé sur ces risques. Que ça ne doit pas rester quelque chose qu'on a dit à Accra, que ça devienne une réalité dans vos pays respectifs. Que ceux qui nous occupent en ligne comprennent bien que le temps est venu pour les organisations locales de montrer leur capacité et leur force de pouvoir gérer de manière efficiente, efficace, parfois même avec des moindres coûts, pour gagner la confiance des donateurs. Le temps est venu pour nous, les organisations locales, de montrer qu'on est capable. Parce que si on échoue, je ne suis pas sûr qu'il y aura encore une opportunité aussi belle. C'est en ça que nous prenons l'engagement de continuer ce débat, peut-être en soirée pour ceux qui auront intervenu ou des questions. C'est en ça que nous prenons l'engagement également de répondre aux questions que nous avons gardées hier pour les ressources humaines. C'est en ça que nous espérons que USAID n'a pas pris le risque, parce que nous parlons du risque, de nous faire confiance. C'est à nous de saisir plutôt ce temps comme étant une opportunité de démontrer notre capacité à faire mieux que les organisations internationales parce que nous connaissons nos communautés. Nous connaissons nos pays, nous connaissons nos localités et nous savons comment atteindre les objectifs dans ces contextes difficiles, souvent à risque, souvent d'insécurité, mais nous savons nous adapter dans nos conditions d'organisation locale. Je vous remercie. Je rappelle pour la session de 17 h, ce sera l'échange pratique sur les questions. Vous avez vu ça dans vos agendas, ça commence à 17 h. Et demain, nous aurons la communauté de pratique leadership et gouvernance dans l'après-midi, je crois. Donc, ce serait toujours un plaisir pour nous de vous apporter, de proposer des solutions. Et soyez ouverts à nous dire exactement les défis que vous avez. Nous sommes disponibles également ici à continuer à échanger avec vous, ainsi qu'en ligne. Merci beaucoup.